Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, Bruxelles dévoile son plan pour bâtir les budgets post-Brexit de l'Union européenne avec des propositions détonnantes comme conditionner le versement de fonds européens au respect, au maintien de l'état de droit ou encore couper fondamentalement dans les politiques régionales ou encore agricoles. Couper dans les budgets de la politique agricole commune, la PAC, c'était précisément l'une des grandes inquiétudes du Sénat qui a adopté une proposition de résolution le 12 avril dernier qui vise justement à maintenir les budgets de la politique agricole commune au service d'une politique forte et rénovée. Cela a été adopté à l'unanimité des commissions des affaires économiques et des affaires européennes à l'issue des travaux d'un groupe de suivi transpartisan composé de Pascal Gruny, Claude Haut, Franck Montaugé ou encore Daniel Grémier. Pour tous ces sénateurs, il faut absolument maintenir le budget de la politique agricole commune dans les prochaines années. Cette politique n'a pas été à la hauteur des crises agricoles pour eux, notamment la crise du lait. Et ils ne veulent surtout pas que ces budgets deviennent une variable d'ajustement dans les budgets des prochaines années post-Brexit. Tout de suite donc, retour à l'adoption de cette proposition de résolution. Je me réjouis d'être en réunion avec Sophie Primas, la présidente de la Commission des affaires économiques, pour parler politique agricole commune. La Commission des affaires économiques et des affaires européennes ont toujours eu l'habitude de réfléchir et de travailler sur ces questions. En juillet 2017, vous vous en rappelez, nos 4 collègues, Claude Haut, Daniel Grémier, Pascal Gruny et Franck Montaugé, avaient déjà réalisé un important travail sur ce sujet capital. Nous avions aussi publié un rapport d'information très complet, complété par une première proposition de résolution européenne. Elle est ensuite devenue résolution du Sénat le 8 septembre 2018. Rétrospectivement, il est permis de penser que cette prise de position anticipée de la Haute Assemblée était judicieuse, tandis que le titre choisi pour notre rapport d'information à l'époque était prémonitoire. Je cite, « La PAC, traverser le cap dangereux de 2020, nous y sommes précisément ». En effet, les réflexions de la Commission européenne qui sont censées préfigurer les contours de la prochaine réforme sont décevantes. Elles ne reprennent que très imparfaitement, voire contredisent sur le plan budgétaire les recommandations de la résolution du Sénat du 8 septembre 2017. Et pour reprendre les termes mêmes du commissaire Phil Hogan, jamais la PAC n'a été autant sous pression. Cette pression est naturellement budgétaire, sous l'effet conjugué des pertes de ressources du Brexit et de l'émergence de nouvelles priorités politiques européennes. Au-delà de ces seules considérations financières, la politique agricole commune justifierait pourtant d'une réforme d'envergure qui ne se borne pas à en définir simplement le format en guise de variable d'ajustement du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. Information de dernière minute, entre guillemets, elle date d'hier soir. J'étais avant-hier à Bruxelles. Recouplage, entre guillemets, avec Michel Dantin. On serait sur une baisse de 7 à 8% de l'ensemble des crédits PAC, avec un transfert du premier pilier vers le deuxième pilier à hauteur de 30%. Donc, ça, c'est une orientation, si je puis dire, qui est soutenue par l'Allemagne. Il va falloir se battre, si vous voulez, parce que dans son nom politique agricole commune, il va falloir que la France, je dirais, renvoie d'autres messages, mais depuis quelques mois, les messages qui avaient été précédemment envoyés par le chef de l'État ont été reçus par les autres capitales européennes comme un certain décrochage de la France. Je crois qu'il faut être très clair et le dire sans ambiguïté. Madame la Présidente, à vous la parole. Merci Monsieur le Président. En préalable, je voudrais saluer les auditeurs de l'Institut du Sénat qui sont ici et sous le regard desquels nous allons travailler. Donc soyez les bienvenus dans ce format de commission un peu particulier qui réunit nos deux commissions. Et je me joins à ce que Jean Bizet vient de dire sur le plaisir de travailler
avec bien sûr la Commission des affaires économiques, mais aussi des affaires européennes. L'enjeu de notre réunion pourrait donc, après ces propos introductifs, cher Président Bizet, se résumer par une question. La réforme de la PAC est-elle d'ores et déjà mal partie? Vous venez d'écrire, cher Président, le contexte défavorable dans lequel s'engage la future réforme, bien loin de nos espoirs communs de l'année dernière, j'allais dire bien loin des demandes de nos agriculteurs. S'y ajoute, et vous venez de le dire, la crainte diffuse mais largement répandue d'une évolution historique de la position politique de la France. Ces considérations sont relayées par la presse européenne et certains observateurs prêtent même, au-delà de l'Allemagne, aux pays du groupe de Visegrad et en particulier la Pologne, l'ambition de reprendre le rôle traditionnel de notre pays dans la protection de la politique agricole commune. Au total, tous ces éléments militaient donc pour que le Sénat prenne position à nouveau en formulant de nouvelles recommandations aux autorités politiques françaises mais aussi européennes. Cette seconde proposition de résolution européenne ambitionne précisément d'initier ce processus d'alerte, j'allais dire, politique dans notre pays et en Europe. Daniel Gremillet vous présentera dans quelques instants le contexte et les enjeux de la négociation ainsi que les propositions de la Commission. Pascal Gruny vous exposera ensuite la problématique du budget de la PAC, qui est une épée de Damoclès au-dessus de la prochaine réforme, et donc les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Cela justifie probablement de passer cette priorité en tête de notre nouvelle résolution. Claude Haut avait prévu de s'exprimer sur le refus du statu quo tant pour les règles de concurrence qu'en matière de gestion de crise. Notre collègue étant retenu dans son département, Jean Bizet vous rendra compte de ses analyses. Enfin, Franck Montaugé vous présentera le dernier axe de la proposition de résolution. Il s'agit de rappeler nos positions sur les enjeux du commerce international, sur le nécessaire soutien au territoire et à l'innovation, ainsi que sur les externalités positives de l'agriculture. Et donc, je cède désormais la parole à nos rapporteurs et au premier d'entre eux, Daniel Gremillet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. La communication publiée par la Commission européenne le 29 novembre 2017 a symboliquement marqué l'ouverture du débat public sur l'avenir de la politique agricole commune. Je vous présenterai successivement les grandes lignes de ce document, puis la façon dont il a été accueilli. La Commission y propose de conserver une PAC à 2 piliers, avec une aide aux revenus qui relèverait du premier pilier et des mesures en faveur de l'investissement et de la gestion des risques ou encore des zones rurales qui relèveraient du deuxième pilier. Il n'y aurait aucun bouleversement en matière d'organisation des marchés agricoles et d'intervention sur ceux-ci. Le document rappelle que la PAC doit rester orientée vers le marché et évoque simplement un renforcement du rôle des organisations de producteurs. Les innovations proposées consistent, pour l'essentiel, en un nouveau mode de mise en œuvre de la politique agricole commune. Le schéma simplifierait drastiquement cette politique en retenant une approche par les résultats plutôt que par les moyens, concernant le verdissement et la conditionnalité environnementale. La Commission souhaiterait ainsi que les États membres s'engagent sur un plan stratégique de mise en œuvre de la PAC, couvrant désormais les 2 piliers, l'éco-conditionnalité, le verdissement et le dispositif des mesures agro-environnementales seraient remplacés par des mesures définies dans chacun des 27 pays de l'Union. Les aides distribuées seraient conditionnées à l'engagement des agriculteurs sur le respect des pratiques vertueuses. Ces pratiques seraient définies et contrôlées au niveau de chaque État membre. Concrètement, la Commission propose de supprimer l'approche uniforme en matière d'application de la politique agricole commune et d'aller davantage vers davantage de subsidiarité. Ces orientations ont reçu d'emblée en novembre 2017 un accueil très réservé. Les craintes exprimées portaient aussi bien sur les risques de distorsion de concurrence que sur celui d'une renationalisation de la politique agricole commune. Mais, paradoxalement, le nouveau mode de mise en œuvre de la PAC proposé par la Commission européenne, qui y tient beaucoup, semble désormais ne plus être remis en cause par les États membres, car le débat se focalise sur d'autres aspects de la négociation. De fait, lors de la dernière réunion en date du Conseil agriculture et pêche, qui s'est tenue le 19 mars 2018, la présidence bulgare n'est pas parvenue à obtenir un accord sur le schéma général de la politique agricole commune après 2020.
Ces propositions de conclusion n'ont été soutenues in fine que par 23 États membres. Jusqu'au bout, la Pologne, la Slovaquie et les 3 États baltes ont exigé que d'objectifs d'une convergence externe rapide et complète entre les niveaux d'aide directe entre les différents pays de l'Union soient inscrites dans le texte. À l'inverse, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie, l'Autriche et dans une moindre mesure la Belgique et l'Allemagne ne voulaient pas que ce moindre mention soit faite à ce dispositif qui dépend d'abord du cadre financier pluriannuel. Un autre point a fait débat, quoique dans une moindre mesure, les aides couplées. Les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et surtout l'Allemagne demandaient que le texte de la présidence bulgare précise qu'elle devait rester limitée. En définitive, la réforme de la politique agricole commune demeurera dans le flou tant que le contexte budgétaire d'ensemble demeurera aussi incertain. Or, les propositions de la Commission européenne sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 ne sont pas attendues avant le 2 mai 2018, moins de 2 mois donc avant le Conseil européen des 28 et 29 juin 2018. Je tiens à vous remercier de votre attention et je passe la parole à Pascal Gruny qui va désormais vous présenter la dimension budgétaire de notre proposition de résolution. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le propos de notre président de la Commission des affaires européennes, avec l'annonce qu'il vient de nous faire tout à l'heure, confirme effectivement l'ossature du propos que je viens de tenir au nom de mes 3 autres collègues rapporteurs. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, il me revient de vous exposer les points clés de notre résolution sur le budget de la future politique agricole commune au regard des chiffres inquiétants dont nous disposons et Monsieur le Président ne nous a pas rassurés. La Commission européenne s'efforce d'une façon générale de synchroniser le calendrier de préparation, d'une part de la réforme de la politique agricole commune après 2020 et d'autre part du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les 2 dossiers qui sont intimement liés devraient avancer parallèlement pour aboutir à un accord, idéalement avant les prochaines élections au Parlement européen de mai 2019. Cet objectif se traduit par un calendrier de travail très contraint. La difficulté incontournable à surmonter réside dans le manque de ressources au regard des ambitions de l'Union et aggravée par la perspective du Brexit. L'une et l'autre correspondent à 12 à 13 milliards d'euros par an. Dans ce contexte, les pistes d'économie envisagées par la Commission pour la PAC se situeraient à l'intérieur d'une fourchette de -5, -10%. Donc, Monsieur le Président a été un peu plus précis, -7, -8, par rapport à l'actuel cadre financier pluriannuel 2014-2020. On évoque officieusement une diminution annuelle du budget de la politique agricole commune de l'ordre de 3 milliards d'euros. Au regard d'un tel effort, l'éventuel plafonnement des aides à hauteur de 100 000, voire de 66 000 euros par exploitation serait susceptible de donner lieu à une économie annuelle de l'ordre de, respectivement, 1 et 2 milliards d'euros. S'y ajouterait pour la France l'impact défavorable, non quantifié à ce jour, des revendications des pays de l'Est de l'Union européenne portant sur une accélération du processus d'harmonisation des montants des paiements directs. Il s'agit d'un jeu à somme nulle entre les 27 pays de l'Union. Dès lors, cet effort ne pourrait que venir s'ajouter aux coûts budgétaires envisagés par le commissaire Oettinger. Comment y consentir lorsqu'un tiers des agriculteurs français a des revenus de l'ordre de 350 euros par mois? Tous ces éléments nous conduisent à aborder le problème de front dans la rédaction de notre proposition de résolution. Nous y consacrons 4 points, en commençant par demander à minima que la politique agricole commune bénéficie pour la période 2021-2027 d'un budget stable en montant en euros. La proposition de résolution déplore ainsi que la politique agricole commune soit si souvent présentée comme une vieille politique ayant une moindre valeur ajoutée européenne. Ce discours semble destiné de façon subliminale à justifier de futures coupes sombres, alors même que l'agriculture européenne est hors d'état de les supporter.
Au surplus, si une telle réduction de format venait à être décidée, il s'agirait d'un revirement à contre-courant de la politique suivie par les autres grandes puissances mondiales, à commencer par la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie, qui ont à contrario fortement accru leur effort budgétaire dans ce secteur. Puisque la question budgétaire constitue manifestement l'épée de Damoclès menaçant à court terme l'édifice de la politique agricole commune, la proposition de résolution demande aux autorités européennes de partager ce constat. Elle soutiendra également toutes les démarches des autorités françaises qui s'opposeraient à cette perspective, celle des coupes budgétaires bien sûr, dans les négociations à venir. Je vous remercie de votre attention et je confie au président Jean Bizet le soin de vous rendre compte des réflexions de notre collègue Claude Haut. Merci. Merci Pascal. Donc, au nom de Claude Haut, je voudrais dire que le second axe de la résolution porte sur ce qui constitue le cœur de la prochaine réforme aux yeux de la Commission européenne. Il s'agit du nouveau mécanisme de mise en œuvre de la PAC. Nous voudrions ici conjurer le risque d'une vraie fausse simplification qui ne profiterait paradoxalement qu'à la Direction générale Agri, sans atteindre les premiers intéressés, à savoir les agriculteurs eux-mêmes. Sur le papier, on ne peut naturellement que souscrire aux objectifs annoncés visant à concilier simplification et meilleure efficacité grâce à une plus grande subsidiarité. Mais l'expérience des plans de développement régionaux du second pilier, à la complexité plutôt byzantine, unanimement reconnue, laisse perplexe. Nombreux sont ceux qui y voient aussi des risques élevés de distorsion de concurrence. Certains États membres pourraient être tentés d'utiliser le principe de subsidiarité pour gagner en compétitivité. On les connaît, c'est plutôt globalement les pays d'Europe du Nord, en ayant recours aux moins 10 ans réglementaires. Inversement, d'autres pays, dont le nôtre, pourraient vouloir aller au-delà des normes minimales européennes. Ça a toujours été un petit peu notre, je dirais, penchant, à savoir qu'on ne s'intéresse pas aux problématiques européennes en temps voulu, on s'y réfère souvent, je dirais, en dernier recours, et ensuite pour vouloir faire mieux et apparaître comme les meilleurs élèves de la classe, mais on entraîne autant de distorsions de concurrence aux créateurs de richesses que sont les agriculteurs. La Commission européenne s'est d'emblée trouvée ici confrontée au vif scepticisme des États membres, et s'est alors engagée à fournir des réponses aux questions posées par des illustrations concrètes des nouvelles procédures. Ces assurances n'ont pas encore été fournies. Il convient pourtant que les problèmes soient résolus avant d'envisager ce qui serait un véritable saut dans l'inconnu. C'est pourquoi notre proposition de résolution juge indispensable que la Commission européenne apporte rapidement des garanties effectives sur le nouveau mode de mise en œuvre qu'elle envisage pour la PAC, au regard du très fort risque de création de distorsion de concurrence. Ces éléments sont étayés par la recommandation suivante, faisant valoir que, faute de disposer de ces informations, le schéma de simplification proposé par la Commission européenne ne serait qu'une pétition de principe. J'en arrive à la troisième orientation. Elle consiste à refuser le statu quo qui semblerait se dessiner sur des règles de concurrence, d'une part de gestion de crise, d'autre part à la suite des avancées introduites par le règlement Omnibus. La Commission européenne pourrait en effet se saisir de ce succès. Après avoir reconnu l'apport du règlement Omnibus, qui est considérable, moi je vous renvoie à l'audition que nous avons conduite avec Michel Dantin il y a à peu près une quinzaine de jours, et je le dis sans détour, au moment où à Paris on travaillait sur les états généraux de l'alimentation, et bien à Bruxelles, il y avait un vote de ce processus qui, au travers d'un règlement et d'application directe dès le 1er janvier 2018, et le travail que l'on faisait en interne au niveau national était un peu surréaliste, puisque de toute façon, si je puis dire, le règlement européen s'imposait. Et s'il n'y avait pas eu le résultat du règlement Omnibus, nous n'aurions rien aujourd'hui de tangible en la matière. Donc ce règlement Omnibus fait valoir dans ce texte qu'elle ne doit pas constituer qu'une étape dans la voie d'une meilleure sécurisation des revenus des agriculteurs grâce à une plus large palette d'instruments, notamment assurantiels. 6 autres points sont ensuite consacrés aux progrès souhaités par vos rapporteurs, tant en matière de gestion des risques que de modalités d'intervention sur les marchés en période de crise ou d'adaptation des règles de concurrence.
Le texte demande en particulier une activation du système aujourd'hui inopérant de réserve de crise du budget européen et sa transformation en un mécanisme triennal. Un autre point recommande de donner la priorité aux mécanismes d'aide volontaire à la réduction de la production, lesquels ont enregistré des résultats remarquables à la fin de l'année 2016 pour enrayer l'effondrement des prix du lait. Je vous renvoie malgré tout à l'exercice à cette époque. Il faut reconnaître que seuls les pays vertueux avaient utilisé cette ligne budgétaire, en l'occurrence la France et l'Allemagne. Et là encore, sans vouloir stigmatiser les Pays-Bas et l'Irlande, mais ces pays ont continué à produire, quelquefois à hauteur de 2 chiffres. Et une fois que nous sommes revenus, je dirais, à meilleure fortune en ce qui concerne les cours, je parle sous le contrôle de Daniel Grimier, qui a une autre casquette en tant que président d'une grosse coopérative laitière, les parts de marché acquises pendant cette période, elles ne sont pas restituées ensuite. Donc, voilà, il ne faut surtout pas, là aussi, être naïf, si vous voulez. Le texte envisage également le basculement d'une partie du montant des aides découplées vers des mécanismes de gestion des risques ou la création de nouveaux outils au sein du premier pilier, ou bien encore l'activation des mécanismes existants du second pilier. J'avoue que jusqu'à maintenant, on pouvait faire transiter pratiquement 3%, et c'est qu'à partir de 3% qu'on pouvait, sur un plan purement national, faire de la gestion de risque. Mais d'après les professionnels, pour faire véritablement de la gestion de risque, il faut faire transiter un minimum de 10%. Voilà. Donc, mais c'est autant de moins sur le premier pilier. Puis la proposition de résolution réitère la nécessité d'adapter en règle générale le droit de la concurrence aux spécificités agricoles et de renforcer effectivement le poids des producteurs dans la chaîne alimentaire, ce que la réglementation européenne ne permet pas encore suffisamment. Là, j'avoue que je tiens encore une fois à saluer le travail qu'avait initié Phil Hogan sur le sujet au travers de la création de la task force. Ça s'est déroulé dans le bureau du président du Sénat avec Sophie Primas et moi-même, où, malgré son 1,90 m, nous n'avons pas laissé repartir Phil Hogan sans qu'il accepte justement de revoir ce point. Et là, on se calerait tout doucement, si vous voulez, sur la politique américaine, c'est-à-dire de permettre ce qu'on appelle le Koper-Volster Act, qui a été voté en 1923 et qui permet aux agriculteurs de se regrouper, on a un peu de retard, oui, qui permet aux agriculteurs de se regrouper parce que la problématique agricole est une problématique particulière. Alors que nous, en Europe, on a choisi la voie inverse, on a permis à la grande distribution, elle, de se regrouper. Il y a 4 acteurs d'un côté et 400 000 exploitations de l'autre côté. Donc, chercher l'erreur, et dans le partage de la valeur ajoutée, on a tout compris. Merci. Franck Montaugé. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, la 4e orientation de cette nouvelle résolution réaffirme l'importance des enjeux pour l'avenir de la PAC, donc du commerce international, du soutien à l'innovation, à l'emploi, ainsi que l'enjeu de préservation des territoires. La réforme de la PAC doit prendre en compte de manière claire et ambitieuse le développement territorial. Les difficultés économiques actuelles de nombre de nos territoires nous y engagent. Pour illustrer ce propos, je citerai l'exemple de l'injuste et inéquitable révision actuelle de la carte des zones défavorisées simples qui va se traduire dans le Gers, mais c'est aussi le cas dans l'Aude, par l'inéligibilité de territoires sur lesquels, de par leur topographie et la nature de leur sol, la seule activité agricole possible est l'élevage. L'interruption des ICHN va se traduire par de nouveaux drames économiques et sociaux et des territoires plus encore en déshérence. Cela n'est pas acceptable et il faut que la future PAC permette un soutien ciblé, renforcé et pérenne à ces exploitations défavorisées dans le cadre du 2e pilier. Et cela fait écho à certaines évolutions qui ont été évoquées en début de réunion par Madame Primas. Dans les territoires déjà en difficulté ou qui pourraient le devenir, la poursuite de l'économie agricole et la sauvegarde des emplois doivent être affirmées comme un objectif explicite de la future PAC. Le darwinisme territorial, je l'appelle comme ça, que nous constatons doit être éradiqué, combattu. Des aides spécifiques couplées à l'élevage et le soutien aux démarches de qualité doivent y contribuer. Je pense aussi que si l'on veut être conséquent avec l'idée que je crois partager ici de préserver nos différents types d'agriculture, notre agriculture est variée, il faut envisager la modulation des aides de la PAC en fonction de l'emploi créé ou subsistant.
Notre proposition de résolution consacre également un point spécifique à la juste reconnaissance des services d'intérêt général que l'agriculture rend à l'ensemble de la société en matière climatique et environnementale, comme par exemple le stockage du carbone dans les sols et les forêts par exemple. Ces externalités positives, puisqu'on les appelle comme ça, justifient un renouvellement de l'approche européenne avec de véritables paiements pour services environnementaux, PSE, peut-être un jour, qui doivent faire partie intégrante de la rémunération de l'agriculteur. Notre nouvelle proposition de résolution reprend ensuite in extenso la partie relative au commerce international et la résolution du Sénat du 8 septembre dernier. Cette reprise se justifie également par l'importance des négociations commerciales en cours, à commencer par celles avec les pays du Mercosur qui ont dominé l'actualité des derniers mois. Après avoir rappelé le principe de réciprocité et exigé une concurrence loyale dans les échanges internationaux, la résolution du Sénat approuvait les démarches de la Commission européenne en matière de promotion internationale de nos produits, de recherche de débouchés à l'exportation et de respect des indications géographiques sur les marchés extérieurs. Le texte que nous avions adopté alors demandait aussi une amélioration des outils de pilotage permettant d'évaluer ex ante et ex post les choix réalisés lors des négociations commerciales internationales. La résolution souhaitait également que, je cite, la Commission européenne consacre autant de ressources administratives au suivi des accords commerciaux déjà signés qu'à l'ouverture de nouvelles négociations commerciales. Ces éléments demeurent pertinents aujourd'hui. Nous vous proposons simplement d'y ajouter désormais le Brexit. Le nouveau point prévu à cet effet demande que, je cite, la Commission européenne soit particulièrement attentive à la préservation des relations commerciales futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. Enfin, notre proposition de nouvelle résolution européenne s'interroge sur la possibilité de conclure l'ensemble des négociations sur l'avenir de la PAC d'ici au printemps 2019. Au regard des précédents, ce calendrier apparaît irréaliste à la plupart des observateurs. Et jusqu'à présent, pareil exercice n'a jamais été mené à bien à moins de 2 ans. Donc viser un accord au terme d'une marche forcée dans un contexte aussi compliqué avec des enjeux aussi importants, donc dans un délai d'1 an, fait courir le risque d'étouffer le nécessaire débat public relatif à la PAC. Et je pense qu'il y a besoin d'un véritable débat public qui ne se confine pas à l'ensemble du monde agricole, mais aussi qui mobilise, qui intéresse et qui permette de faire participer la société dans toutes ses composantes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Franck. Au vu des premiers éléments du processus de négociation, il semblerait, pour reprendre des mots employés par Paul Vernel dans son poème Chanson d'automne, qu'un vent mauvais souffle sur la prochaine réforme de la PAC. La première résolution européenne du Sénat visait à envoyer, je cite, un message politique fort, adressé à la fois au président de la Commission européenne et au président du Parlement européen, qui renforcera utilement les efforts déjà engagés par les pouvoirs publics français pour faire entendre la position française sur l'avenir de la PAC. Il est à craindre que ce message politique fort n'ait pas ou guère été entendu, d'où l'urgence aujourd'hui d'en reformuler un second, des termes peut-être plus précis comme vous venez de le faire. Cette fois, ce message s'adresse d'ailleurs même peut-être plus aux autorités politiques françaises qui l'engagent à faire valoir cette position au Conseil. Peut-être que l'intervention du président de la République aujourd'hui dans une zone rurale, dans l'Orne, dans des zones qui sont défavorisées où l'agriculture souffre, nous laissera augurer une prise de position plus forte et plus engagée du président de la République. Je rejoins les termes de notre collègue Franck Montaugé pour dire que cette réforme est la fondation même de l'Europe. C'est par là que l'Europe s'est créée, c'est la fondation de la Maison Europe. Et il ne peut pas être possible de bâcler une réforme et de bâcler un programme agricole commun. C'est tout l'édifice européen qui s'en verrait fragilisé. Ceci n'engage évidemment que moi-même. Je laisse le soin à Jean Bizet de formuler à son tour quelques mots de conclusion avant de vous donner bien sûr la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Je vous rappelle que la France est la première puissance agricole de l'Union. Elle doit définir une stratégie offensive pour contrer les tendances défavorables à l'œuvre et pleinement assumer
comme ses partenaires, de défendre ses intérêts. L'agriculture est un enjeu stratégique de premier ordre, ne serait-ce qu'au regard des standards alimentaires élevés exigés par les 500 millions de consommateurs européens et sur lequel, je dirais, on suscite beaucoup d'envie. Si un certain nombre, je dirais, de consommateurs de par le monde veulent acheter des produits français, c'est précisément parce que nous avons au fil du temps élaboré des standards de très grande qualité. La PAC n'est donc pas une politique du passé, même si elle est née 5 ans après le tétrahome en 57, donc exactement en 1962, mais c'est une politique d'avenir, ce qu'ont parfaitement compris nos grands partenaires commerciaux. Les sénateurs des commissions des affaires européennes et des affaires économiques ne sauraient se résigner à prendre acte avec mélancolie des prémices défavorables de la négociation qui s'ouvre. En ce sens, cette deuxième proposition de résolution sur la réforme de la PAC ambitionne de servir de signal d'alarme au niveau institutionnel français, comme l'a souligné Sophie Primas, conjuguer un appel au sursaut au plan européen. Et nous allons en reparler avec Sophie Primas et voir le président du Sénat, peut-être renouveler l'opération que nous avions faite lors du précédent cadre financier pluriannuel, où nous avions, je dirais, invité à Paris des parlementaires des 5-6 pays agricoles qui comptent en Europe, à savoir aujourd'hui bien sûr l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande et l'Italie, pour dégager des pistes communes. Je peux vous dire que sur le plan de l'Allemagne et de la Pologne, ils sont sur la même orientation que nous, même si l'Allemagne est en train de dériver sur une approche un peu plus libérale. Il n'est donc pas encore trop tard pour renverser le cours des choses, c'est ce pourquoi nous allons nous y employer. Je vous remercie. Tu commences, vas-y. Marie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Comme vous l'avez mentionné dans vos propos introductifs, nous sommes en fait confrontés à une double bataille, celle sur le cadre financier pluriannuel à venir et celle sur la PAC, les deux étant totalement indissociables. Sur le premier point, il faut savoir que le premier paquet PAC et fonds structurels représente à peu près 70% du budget de la période qui s'achèvera en 2020. Et il va de soi que si les budgets ne sont pas remis au niveau de ce qu'ils étaient antérieurement, c'est sur ces 70% que l'on prendra nécessairement les économies à faire. Le départ de la Grande-Bretagne pèse entre 12 et 14 milliards d'euros dans le budget européen. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, même si la France a une position offensive sur le sujet, pour une augmentation des contributions nationales. Il n'y a pas plus d'accord pour mettre en œuvre des ressources propres, sachant qu'aujourd'hui, les contributions des États représentent 75% des recettes totales, alors qu'elles n'en représentaient que 11% il y a de cela une vingtaine d'années, et que ces ressources propres sont tout à fait envisageables dès lors qu'il y a une volonté politique de les mettre en œuvre, que ce soit les taxes sur les transactions financières, la taxe carbone, les taxes sur les produits à usage unique, etc., etc. Le Parlement européen en a fait une liste quasi exhaustive, résolution d'ailleurs qui a été adoptée à la quasi-unanimité du Parlement européen. Or, pour couvrir les trois paquets actuels, à la fois les piliers, les politiques que l'on connaît, qui d'ailleurs devraient être améliorées comme Erasmus et autres, et assurer les nouvelles priorités voulues par les États membres en termes de sécurité et de défense, il est impossible de rester dans les purs des 1,1% du budget. Le Parlement européen, là aussi dans une résolution très majoritaire, considère que le budget doit atteindre à minima 1,3% du PIB européen. Et donc je pense que la première des batailles que nous devons mener est celle-ci. Faute de quoi, il y aura des redéploiements, et la PAC et les fonds structurels représentant 70% du total, ce sont ces
moyens-là qui seront redéployés vers les nouvelles politiques. Sur la PAC, sur la question du calendrier que vous avez évoqué, moi je suis très inquiet d'un glissement potentiel des négociations. Pourquoi ? Parce que le budget sera décidé par la Commission, mais devra recevoir un avis favorable du Parlement. Or, si l'on bascule après les élections européennes, on ne connaît pas la composition du futur Parlement. Et le risque politique est évident. D'autre part, il va de soi que si les négociations ne sont pas bouclées avant les élections européennes, il y aura des retards considérables dans la mise en œuvre d'un nouveau cadre financier pluriannuel, avec tous les risques là aussi techniques que cela comporte. Voilà, donc je pense que cette résolution est extrêmement importante. Elle lie les deux aspects, cadre financier pluriannuel et PAC. Et pour ce qui concerne la politique agricole commune, moi je souscris pleinement aux conclusions qui ont été faites par les rapporteurs sur le soutien au territoire, la sauvegarde des emplois, la sauvegarde de nos filières et une politique agricole commune qui soit orientée vers les agriculteurs plus que vers l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup. La parole est à Pierre Cuypers. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur... Je partage les propos des rapporteurs, bien évidemment, et je demanderais même à ce qu'ils soient appuyés davantage. Revenir aux fondamentaux. Pourquoi une politique agricole commune ? Pourquoi des aides et des soutiens à l'agriculture et aux productions agricoles ? Il faut revenir sur l'origine des choses. Et aujourd'hui, quand on dit, vous écrivez très bien dans l'article 15, la proposition 15, de regretter, de déplorer que la PAC soit considérée comme une vieille politique, moi je voudrais revenir sur ce point-là parce que les réformes de la politique agricole commune, on en a connu un certain nombre, qui n'ont jamais d'ailleurs respecter leurs agendas. Elles ont toutes été ponctuées par des révisions intermédiaires qui elles-mêmes entraînaient de nouvelles politiques agricoles. Alors, quelle visibilité on peut avoir? Comment on peut considérer qu'on puisse s'investir et trouver de la performance dans les entreprises agricoles, alors même que, à chaque fois, les agendas sont triturés, découpés et remis en cause totalement, quasiment. Donc, à chaque fois, une révision entraîne une nouvelle politique agricole. Celle-ci fera peut-être l'objet de du même résultat. Donc, moi, je pense que la perte de confiance qui existe dans le monde agricole, qui est liée au soutien et au financement de la politique agricole, aujourd'hui, c'est un désastre. Et je pense qu'il faudrait que peut-être le Sénat tape du poing sur la table de manière plus forte. Alors je sais qu'il faut les rondeurs nécessaires, etc. Mais je crois que sinon on participerait à ce qui a déjà été depuis de nombreuses années, depuis la création de la PAC. Or, c'est la seule politique agricole, c'est la seule politique européenne qui est véritablement aboutie. Il faut quand même s'en souvenir. Donc moi, je conteste le fait, il faut appuyer là-dessus, que ce soit une vieille politique. Bien au contraire, c'est une politique moderne, la PAC, puisque justement, elle est remise en cause de manière permanente. Voilà, je demande de la visibilité, de la stabilité. Merci Pierre. Yannick Botrel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je vais débuter mon propos en saluant le travail des rapporteurs qui fait, on le comprend assez à travers les interventions, consensus. La PAC est à la croisée des chemins, mais pas seulement la PAC. Je crois que l'Europe également est à la croisée des chemins. Un certain nombre de choses ont été dites, en particulier sur le risque budgétaire aujourd'hui. La baisse du budget de la PAC se traduira nécessairement, aura un impact nécessairement sur toutes les agricultures, d'autant que le président Bizet le rappelait, il y aura, et en tout cas c'est une demande exprimée, une volonté exprimée, de convergence des aides européennes et naturellement ça ne peut, voilà, c'est ainsi, se faire qu'en défaveur de nos propres agriculteurs, étant donné que le montant, cela a été dit également, le montant global demeurerait
inchangé. Il y a un risque de renationalisation des politiques agricoles. Alors je vois bien, et on parle parfois de subsidiarité, mais il ne faudrait pas que cette notion de subsidiarité, qui est un moyen pratique de régler les problèmes, et que personne ne peut contester, on cherche de l'efficacité et on la trouve là, mais il ne faudrait pas qu'au prétexte de subsidiarité, eh bien des États, on connaît aussi la proportion qu'ont les uns et les autres à agir de cette manière, se saisissent de cette occasion afin de renationaliser les politiques. Et on le sent d'ailleurs à travers un certain nombre d'exemples. Nous travaillions il y a quelque temps avec mon collègue Raison sur le double standard, par exemple, et on sent qu'il y a des États qui voudraient introduire à travers un certain nombre de contentieux des difficultés à ce que nos propres produits accèdent à leur marché. Alors il y a aussi cette affaire du Brexit, ça a été rappelé, les montants ont été rappelés par Didier Marie, 12-14 milliards d'euros qui feraient défaut. Ce n'est pas le seul risque que le Brexit fait courir, et un certain nombre d'industries agroalimentaires aujourd'hui s'alarment de l'accès au marché britannique. Et naturellement, si ces questions ne sont pas réglées, cela aura une incidence pour ces industries agroalimentaires, au-delà pour les agriculteurs et au-delà pour le marché européen lui-même. Le reste des points a été évoqué, mais je voudrais simplement insister sur la notion de traitement de crise. Nous avons vécu un crash test en direct ces dernières années. Nous avons vu ce que cela a pu donner. Donc, manifestement, il faut maintenir des règles au titre de la prévention et de la gestion. Enfin, c'est un principe qu'il faut énoncer. Je sais que ce n'est pas facile, que ces choses-là ne sont pas forcément partagées par tous les États, mais c'est néanmoins une nécessité absolue dans un contexte, rappelé aussi par le Président, de contraction des centrales d'achat, voilà, 4 en France. Simplement, ce phénomène que l'on pensait franco-français a tendance désormais à gagner d'autres pays d'Europe, et l'Allemagne qu'on présentait comme un contre-exemple pendant longtemps, avec des agriculteurs ou des producteurs qui avaient en face d'eux un certain nombre de donneurs d'ordre, eh bien se trouve désormais engagés dans le même processus, et il est à penser que ça ira au-delà, et que le nombre de donneurs d'ordre de centrales d'achat au plan européen ira lui-même en se rétractant. Équité en matière d'application des règles sanitaires et environnementales, ça dépasse un peu le sujet budgétaire, mais on voit bien que ces questions reviennent de façon régulière, et il m'a été donné hier d'auditionner la FNSEA sur la filière, le développement de la filière bio. Il semblerait que là aussi, il y a des règles qui soient plus tangentes dans certains pays que celles qui s'appliquent chez nous, avec voilà, tout le civisme que le président Bidet visait souligner dans ses propos, qui nous caractérise, mais enfin, voilà, qui nous prend parfois également en défaut. Et puis naturellement, ce que Franck Montaugé disait au sujet du maintien des aides pour les zones défavorisées, on court le risque de désert agricole dans ce pays si ces sujets ne sont pas traités au niveau qu'il faut. Très bien, merci. La parole est à Joël Labbé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. J'ai pas vu Franck Menonville, donc par souci d'honnêteté intellectuelle, mon propos n'est pas forcément le propos de l'ensemble du RDSE, je tiens à le préciser. Alors beaucoup d'aspects nous conviennent, me conviennent dans cette résolution. Il se trouve que je travaille avec la société civile, la plateforme pour une autre PAC dont vous avez dû entendre parler. J'ai proposé d'organiser, à titre personnel parlementaire, un colloque sur la question pour une autre PAC. Ce sera à l'automne. Je vous y inviterai. Sur les questions du maintien du budget, évidemment, on souscrit, il y a véritablement besoin d'un maintien du budget, ou s'il est diminué, il ne faut pas que ce soit drastiquement. Garder une politique européenne agricole qui soit véritablement commune, les tendances vers les renationalisations ne conviennent pas, évidemment. L'importance de prendre l'aspect économique de l'agriculture, mais aussi son aspect social, environnemental. On a évoqué les externalités positives qui sont des aménités à prendre en compte, mais prendre en compte aussi les externalités négatives liées à certaines pratiques. Concernant des points de vigilance sur la question de l'assurance, le système assurantiel privé soutenu par l'argent public
pour moi, ne convient pas. Qu'il vaut mieux, plutôt que de gérer les risques, qu'il vaut mieux prévenir les risques et les anticiper, encourager la diversification, encourager la résilience sur les territoires et dans les exploitations, et évidemment une intervention de la puissance publique forte, même si ce n'est pas dans l'air du temps. Il faudra bien qu'on revienne à des systèmes de régulation, pardon. La diversification pour assurer les revenus, oui, y compris pour la méthanisation, à condition que la méthanisation industrielle ne soit pas un prétexte à l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, ce qui est attendu, une PAC plus juste, plus verte encore, et une PAC qui soit avant tout nourricière pour les populations européennes. Et je rappelle aussi le travail, j'ai déjà cité, mais j'ai souhaité qu'on puisse l'entendre à un moment ou à un autre, Olivier de Schutter, qui travaille sur un projet de politique alimentaire commune pour l'Europe. Je vous remercie. Merci Joël. Monsieur Olivier Hennaut. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, je ne reviens pas sur tous les propos qui ont été tenus et donc je vais être un peu plus bref parce que je les partage. Je voulais à mon tour dire combien il me semblait que le calendrier de négociation était serré et que il ne faut pas sous-estimer le risque politique puisqu'il me semble difficile, mais bon, on verra bien, que la négociation soit aboutie avant les élections européennes. Et naturellement, quand il y a des élections, il y a forcément un risque. Je pense qu'effectivement, il faut insister sur la modernité de la PAC. On était tout à l'heure en réunion et sur un autre sujet, c'était les données numériques et c'est une arme aujourd'hui, mais au fond, l'agriculture, la question de la nutrition, c'est aussi une arme stratégique et internationale. Et en ça, la PAC est non seulement indispensable, mais d'une incroyable modernité. Et c'est l'hommage qu'on peut rendre aux fondateurs. Mais ma question est la suivante, c'est qu'à partir du moment où la politique structurelle et la PAC représentent 70% du budget, moi j'ai une crainte, si les budgets sont en baisse comme ça, c'est qu'il y ait une tension très forte entre les deux politiques et que ça serve nullement les intérêts de la France et nullement les intérêts de l'Europe. Voilà, je voulais vous entendre sur ce risque de tension extrême sur ces deux politiques fondamentales, l'une comme l'autre, pour l'équilibre des campagnes, mais aussi les équilibres des quartiers. Oui, sachant qu'on ne veut pas opposer les territoires. La parole est à Henri Cabanel. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Moi aussi, d'abord, je voudrais saluer l'excellent travail qui a été fourni et les propositions qui, dans une large majorité, vont dans le bon sens. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. On s'émeut toutes et tous ici du risque éventuel probable de la diminution de la PAC. Mais je voudrais quand même vous rappeler que l'ancienne négociation aussi, les risques étaient majeurs et déjà soufflait un vent de la volonté de l'exécutif européen de diminuer ces crédits-là. Nous avions réussi à maintenir ces crédits, mais force est de constater aujourd'hui que c'était un avertissement sans frais, mais qu'aujourd'hui, on va le payer. C'est vrai, ça a été dit par certains de nos collègues, là, ici à l'instant, la problématique de la politique agricole commune, c'est que pendant la période où elle est décidée, elle ne cesse d'évoluer, de changer. Donc il est difficile de s'inscrire à moyen et long terme quand ça change tout le temps. Mais il est bien évident que force est de constater que pour l'agriculture française, toutes les PAC qui sont passées n'ont pas été aussi efficientes que l'on aurait espéré, puisque l'agriculture française a perdu de sa compétitivité et qu'il fallait absolument trouver des solutions pour remoderniser cette PAC et renégocier pour que
la première puissance agricole, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, reprenne des couleurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que dans les propositions que vous soumettez, il y a certainement beaucoup d'améliorations. Mais je reviendrai sur ce qu'a évoqué Didier Marie à l'instant. Il me semble que en politique, quand on veut se donner les moyens et que l'on pense que quelque chose est important, eh bien, les moyens, on se les donne. Et aujourd'hui, comme vous toutes et vous tous, je suis assez surpris et désabusé de voir que seul le continent européen délaisse son agriculture. Alors que ça a été dit, la Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde ont bien compris l'intérêt politique et stratégique d'une indépendance alimentaire que nous n'avons pas suffisamment compris en Europe. Et bien sûr, les premiers perdants sont les Français, puisque nous sommes la première puissance européenne. Donc, il est évident qu'il faut que l'on puisse pousser, en tout cas au niveau français, à ce que la contribution nationale augmente pour se donner les moyens d'eux. Sachant que l'on sait très bien que le Brexit va avoir une influence négative, mais encore faut-il se donner les moyens que l'on souhaite pour une agriculture forte et compétitive. C'est ce que je crains. Alors vous avez dit, Madame la Présidente, que certes le Président allait s'exprimer dans le milieu rural et que vous espériez qu'il y ait une bonne nouvelle. Vous êtes optimiste, c'est bien. Voilà. Moi, je le suis un peu moins, parce que je trouve que dans la façon de faire du gouvernement et du président, il y a beaucoup de communication, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Et non, je le dis parce que quand vous étiez suffisamment nombreux hier ou avant-hier aux questions d'actualité, un de nos collègues, Franck Menonville d'ailleurs, pour ne pas le nommer, a posé une question. La réponse m'a laissé quand même assez dubitatif, je pense à vous aussi. Donc là, je pense qu'on a une crainte à avoir sur réellement la volonté française de s'imposer au niveau de l'Europe pour que, effectivement, on se donne les moyens de pouvoir avoir une agriculture forte. Merci. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. À plusieurs reprises, mes chers collègues, vous avez émis l'idée fondamentale de tenter un bilan de ce qu'est l'agriculture dans toute sa diversité, dans toute sa complexité, telle qu'elle touche au terroir, aux producteurs et à l'alimentation. Je pense que c'est fondamental et on peut avoir aujourd'hui un regret. C'est que les états généraux de l'alimentation aient quelque peu oublié les producteurs. Et notamment un point qui me semble essentiel et que notre pays doit connaître, c'est le point de la grande misère paysanne. La grande misère paysanne et la fin des terroirs. Il aurait été bien que lors des états généraux de l'alimentation, les gens qui habitent ce pays sachent qu'aujourd'hui, dans les produits qu'ils consomment, au jour le jour, il y a une grande part de travail gratuit du paysan, qu'il aurait fallu quantifier pour leur montrer que s'ils arrivent encore à manger, c'est parce qu'il y a des gens qui produisent et qui ne se payent plus, qui à la fin de l'année, dans le meilleur des cas, arrivent à faire à peu près une barre équilibrée entre leurs dépenses et ce qu'ils touchent. C'est un point fondamental. C'est un point fondamental qui fait que si on leur ôte aujourd'hui le budget de la PAC, le résultat, il est connu. Il est connu. C'est la fin d'un pan entier de notre agriculture et c'est la fin aussi de la ruralité parce que les deux choses sont indissociables. C'est la fin des terroirs. Vous me permettrez en tant qu'historien de vous faire remarquer que depuis 2000 ans, les surfaces agricoles utiles n'ont jamais été aussi restreintes. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous produisons sur aussi peu de terres avec une augmentation de la population qui est continue. Je ne vous fais pas de
de schéma, vous voyez très bien vers quoi nous allons. Donc il y a la nécessité aujourd'hui de prendre conscience que nous sommes en train, et ça a été dit, de remettre en question notre indépendance alimentaire, parce que si nous continuons avec l'organisation de l'agriculture telle qu'elle est, nous allons continuer à faire disparaître des surfaces agricoles. Donc je crois que la résolution que nous voterons très favorablement va dans ce sens, mais il y a besoin aujourd'hui d'une prise de conscience forte, parce que nous sommes en train de basculer vers un autre modèle de civilisation. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Roland Courteau, ensuite à Pierre Lohaut. Sur un point seulement, et pour rebondir, suite à l'intervention de Franck Montaugé concernant, je le cite, les services d'intérêt général que l'agriculture rend à la société en matière climatique et environnementale, comme le stockage du carbone dans les sols. Je voudrais simplement informer les deux commissions, suite au rapport que j'ai produit dans le cadre des travaux de l'OPEX, sur ce sujet de stockage du carbone dans les sols, et plus particulièrement sur l'initiative 4 pour 1000, qui a été initiée par le FOL notamment, et qui aujourd'hui regroupe une quarantaine d'États, plus un certain nombre d'organismes de recherche à travers la planète et à travers, j'allais dire, tous les continents. Alors je m'explique, mais très rapidement. Il y a sur la planète un stockage de carbone dans les 40 premiers centimètres des sols d'environ 850 milliards de tonnes. Et selon les scientifiques, il suffirait d'augmenter ce taux de stockage de carbone de 4 pour 1000, soit 0,4%, pour, d'une part, contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre et donc de carbone dans l'atmosphère que nous provoquons chaque année, 4 milliards de tonnes, et d'autre part, pour fertiliser les sols, car il faut préciser que la plupart des sols cultivés sont fortement dégradés et 40% d'entre eux le sont très très fortement. Alors, on a essayé de ramener le sujet à l'Union européenne. Et selon les experts, il s'avérerait que le potentiel d'augmentation de carbone au sein des terres cultivées de l'Union européenne pourrait être estimé à 115 millions de tonnes. Il suffirait que nous ayons une PAC incitative pour stocker ou encourager les agriculteurs et les sylviculteurs et la société tout entière à stocker davantage de carbone. Si nous avions une PAC incitative à ce niveau, qui rémunérerait les agriculteurs à hauteur de 30 € la tonne de carbone stocké en supplément, eh bien le coût serait effectivement, je crois, de 3,5 milliards d'euros, ce qui représente 6% du budget de la politique agricole commune. Alors, l'intérêt, c'est d'une part de contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre dont il y a un impact bénéfique pour le climat. Le deuxième intérêt, ce serait de fertiliser les sols qui, je le rappelle encore une fois, sont particulièrement dégradés en manque de matière organique et donc de carbone. Voilà une proposition qui, certes, représente une certaine somme, mais qui mériterait, je crois, d'être... Alors, souvent, on me dit, oui, mais de quelle manière vous allez pouvoir, comme cela, encourager ce surcroît de stockage de carbone. Alors nous avons dressé dans le cadre de l'OPEX une liste de toutes les recommandations qu'il faudrait faire, comme la couverture végétale des sols cultivés d'une façon permanente, c'est-à-dire quasiment 11 mois sur 12 et même peut-être 12 mois sur 12 grâce à des cultures intermédiaires ou intercalaires, le maintien des prairies en l'état, parce qu'une prairie qui est retournée va émettre des quantités phénoménales de carbone dans l'atmosphère, enherber les vignes, je parle là pour Henri Cabanel, 1 rang sur 2, stopper la déforestation, et je rejoins les propos de Pierre tout à l'heure quand il parlait de la lutte contre l'artificialisation des terres. Enfin, ce que je voulais vous dire, et j'en termine là-dessus, c'est que l'INRA et l'ADEME se proposent fin 2018 de
faire une liste de cet ensemble de recommandations et surtout d'en évaluer le coût très précis, non seulement à l'échelon de l'Europe, mais aussi, ou de la France, mais également à l'échelon de la planète. Merci Roland de ces propos très intéressants. On va regarder avec Jean Bizet comment on peut peut-être compléter, intégrer la résolution avec ce qui vient d'être dit et avec l'accord évidemment des rapporteurs. Et je vois qu'une éminente membre de l'INRA acquiesce, a acquiescé à tes propos. La parole est à Pierre Louot. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je partage bien sûr tout le travail qui est fait et la difficulté de défendre un budget européen qui risque d'être fatalement en baisse. Il y a quand même un point que je ne trouve pas souvent évoqué, c'est est-ce que le marché européen peut être compétitif sur un marché mondial? Je crois que là, il y a quand même un problème qui n'est pas évoqué. Des produits suivant des normes européennes, suivant des contraintes, ont obligatoirement un coût de revient bien au-delà du cours mondial. Et je crois que l'Europe ne supportera pas dans le temps des normes qui permettent d'avoir des cours différenciés suivant la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toute la difficulté. On a des cours mondiaux avec la bourse américaine et qui ne tiennent pas du tout compte de cette qualité des produits. Du blé, c'est du blé à travers le monde, quelles que soient les méthodes de production. Les fruits, les légumes subissent la concurrence, même à l'intérieur de l'Europe, de pays ou de continents moins exigeants. Et je pense qu'on ne pourra pas continuellement faire croire aux agriculteurs et aux consommateurs qu'on peut produire des produits de qualité sur un cours mondial qui ne prend pas du tout en compte cette qualité. C'est un point qui me semble, qui me semble insupportable et qu'on n'arrive pas à retrouver. Et un petit mot sur le carbone. Bien sûr, il faut stocker le carbone. Par contre, toute la difficulté, on est en contradiction, c'est que le carbone suppose le non-travail du sol. Et aujourd'hui, le non-travail du sol, aujourd'hui, pratiquement personne ne sait faire sans glyphosate. Non, mais peut-être. Mais il faut supporter nos contradictions, demander aux experts de l'INRA. Non, mais moi je vois bien mes collègues de l'agriculture biologique, ils n'ont aujourd'hui qu'un moyen, c'est de travailler le sol pour eux. Et le travail du sol et l'enfouissement et ainsi de suite détruit le cycle du carbone. Et je veux dire, bon, voilà, il y a des moments où il faut supporter nos contradictions et faire comme on peut. Voilà simplement ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il reste une prise de parole, en tout cas inscrite. Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Donc à mon tour de saluer le travail qui a été fait pour cette nouvelle négociation. J'ai juste 3 remarques, dont ont été déjà dites. C'est la première, la subsidiarité. Attention à ne pas tuer l'esprit européen. Parce que, évidemment, si on met une part importante de subsidiarité, les plus puissants, entre guillemets, referont une politique agricole nationale qui risque, pour le coup, de porter préjudice à un esprit communautaire. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, faisons attention aussi aux engagements déjà pris par les agriculteurs français avec les règles de la PAC actuelle. Bien évidemment, il faut aller vers une transition, ça va être un nouveau règlement, donc bien sûr, un nouveau budget, il va falloir s'adapter, mais faisons attention aux engagements pris. Parce que si on change radicalement de système d'aide, du jour au lendemain ou d'une année sur l'autre presque même, on risque de créer des clashs sur les exploitations, donc soyons attentifs à ça. Et puis, le troisième point, c'est immanquablement, les décisions que nous prendrons, que l'Europe prendra, pourraient laisser des territoires entiers, des pans entiers de notre pays, France, déserts. Et si,
j'enfonce une porte ouverte ici au Sénat, mais si les territoires très ruraux qu'on connaît chez nous, on le sait tous, ce chiffre-là, un paysan, c'est 7 emplois amont, aval, ça serait un coup fatal pour l'équilibre économique de tous nos territoires. Voilà, c'est tout. Merci. Très bien, merci mes chers collègues. Je vois plus de demandes de prise de parole. Je vais donc demander au rapporteur s'il souhaite réagir. Daniel Gremillet. Oui, merci. Je dois d'abord vous remercier de l'ensemble des interventions et du soutien à cette résolution qui vient compléter la précédente. Je le dis parce qu'on a peut-être eu tort de ne pas reprendre l'ensemble des points qui avaient été précédemment évoqués dans la première, et je pense notamment au sujet qui vient d'être évoqué sur la capacité à l'Europe d'être présente sur les marchés internationaux par rapport à ses propres contraintes qu'elle s'impose vis-à-vis des règles qui ont été, qui sont celles des autres pays à travers le monde. Par contre, la résolution qu'on a votée il y a peu de temps sur les échanges bilatéraux dans le cadre des discussions Australie-Nouvelle-Zélande peuvent apporter déjà une réponse du positionnement du Sénat qui avait été très fort en la matière, mais je crois que c'est important de le rappeler à cet instant. Et ce que je voudrais surtout vous dire, et vraiment je tiens à vous en remercier, c'est que le sujet qu'on est en train de débattre dépasse largement le questionnement des aides aux agriculteurs. C'est un enjeu stratégique de notre pays et du projet européen, à la veille d'élections européennes. C'est un enjeu stratégique d'indépendance, de souveraineté alimentaire, c'est évoqué, parce que la garantie du panier rempli, parce que l'agriculture, ça s'inscrit dans le temps long. Pour le futur, c'est pas écrit. Et la future PAC va l'écrire, va apporter effectivement cette réponse. Et puis il y a un autre point que je voudrais souligner néanmoins qu'il faut aussi mettre en avant à travers vos interventions et qu'il est important de rappeler, c'est celui de l'impact au niveau de l'emploi sur nos territoires et nos territoires à travers cette politique agricole qui a été fondatrice de l'Europe à sa création. L'autre point aussi, et je me réjouis de cette unanimité je crois qui semble se dessiner, parce qu'effectivement la France a besoin d'être forte sur ce sujet et qu'une expression du Sénat, et notamment Madame et Monsieur le Président des deux commissions sur ce point, sur ce projet de résolution est vraiment stratégique. Stratégique parce qu'il renforce effectivement, et il oblige aussi vis-à-vis du ministre, du gouvernement, mais aussi du président de la République sur le positionnement attendu par les parlementaires au niveau de la politique agricole, parce qu'il est important, et je reprends le propos de Pierre, peut-être d'être plus significatif dans la volonté française sur le dessin qu'on veut donner à cette politique agricole commune, et notamment sur l'aspect budgétaire. L'autre point que je voudrais aussi souligner concerne la partie des gestions de crise. Alors, j'ai bien entendu la remarque, mais j'associe mes collègues, mais ils le diront aussi à leur manière. N'oublions pas que les agriculteurs, on est avec du vivant. On est donc des crises sanitaires, elles peuvent arriver à tout instant. C'est la vie. N'oublions pas que l'agriculture, elle vit avec le climat et que les crises climatiques, les situations de difficultés climatiques, c'est pas un problème de pratique culturelle. Ça peut vous arriver. Et dans la proposition de résolution, le point 24, qui est vraiment un point fort du dessin de l'Europe qu'on est en train d'imaginer, qui est de dire on n'est plus sur une considération budgétaire annuelle, mais triennale, et qui donne effectivement une capacité à l'Europe d'intervenir en cas de situation de crise, effectivement, est un élément majeur sur l'approche financière, et je voudrais insister sur cela, et notamment quand on voit les tensions politiques aujourd'hui qui pourraient arriver. Regardez ce que l'Europe a vécu et ce que l'agriculture européenne a vécu avec la Russie il y a quelques années. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de tension nouvelle qui pourrait provoquer à nouveau des situations très complexes qui nécessiteraient
Comment? Oui, non, mais d'où l'importance. On ne peut pas avoir une Europe molle. Il faut une Europe qui est une Europe courageuse, qui a la capacité, effectivement, à la fois de dessiner son projet alimentaire pour l'agriculture, mais aussi de sécuriser celles et ceux qui investissent dans la production agricole. Et puis le point du carbone, Roland, je pense qu'effectivement, on oublie de le dire, et là encore, la France, je dis, chers collègues, doit avoir, j'enlève le peu, doit avoir une place stratégique. Parce que sur le dossier carbone, quand on additionne l'agriculture et la forêt, quand on regarde l'espace français, on est l'espace européen qui avons la plus grande capacité, effectivement, tout en étant productif, mais d'apporter une réponse à l'exigence sociétale et aux défis climatiques. Je pense que c'est un point qu'on pourrait intégrer, effectivement, dans le positif. Non, mais très sérieusement, je pense que c'est un point majeur qu'il faut effectivement considérer parce que ça fait partie de la mise en œuvre de la politique agricole qui, là encore, apporte une réponse sociétale au-delà d'une seule réponse aux agriculteurs. Je vous en laisse, hein, parce que Pascal, tu veux prendre la parole? Oui, merci Madame la Présidente. Bien sûr, je m'associe complètement aux propos de mon co-rapporteur Daniel Grémillet sur notamment l'importance effectivement de l'agriculture pour la France en matière d'économie générale, mais aussi de l'Union européenne. Alors juste pour ajouter et pas redire ce qui vient d'être dit brillamment, effectivement ce qui manque ce sont des ressources propres, oui. Bien entendu, si on acceptait d'avoir des ressources propres, on aurait un budget forcément plus important, ce serait beaucoup plus facile pour défendre la politique agricole commune. Ça reste toujours un sujet d'actualité qui n'avance pas assez vite, malheureusement. Sur la vieille politique agricole commune, bien entendu que c'est une politique moderne. Effectivement, il y a les révisions de la politique agricole commune, mais il y a aussi l'adaptabilité des agriculteurs qui est assez exceptionnelle. Depuis, je dirais pas depuis hier, pas depuis qu'il y a des outils numériques, parce que là il y a une véritable révolution qui arrive, je dirais, pour tout le monde, pour tout un chacun dans n'importe quelle activité, y compris en usage personnel. L'agriculture, en revanche, c'est depuis toujours en fait, depuis toujours, et donc forcément elle est moderne. Parce qu'il faut de l'adaptation et puis de la polyvalence tout le temps, revoir effectivement les méthodes de leur travail de la terre. Donc c'est vraiment essentiel. Effectivement, il faut aussi qu'on y prête grande attention pour l'indépendance alimentaire, mais aussi effectivement pour nos terroirs, pour nos territoires. L'agriculture, elle façonne aussi nos territoires, et c'est vrai que vous avez raison, on voit effectivement ces terres qui s'amenuisent, il faut y prêter vraiment attention. Et pour mon collègue Joël Labbé, oui, faire de la prévention, c'est facile. Moi, je suis dans une région où le soleil, on le prévoit le matin, et puis manque de bol, dans la journée, il n'arrive pas et il pleut. Oui, c'est dans l'Aisne, les Hauts-de-France. Voilà, je peux vous dire que dimanche matin, j'avais une jeune agricultrice de 30 ans qui est venue courir alors qu'elle devait aller dans le tracteur. Et en fait, elle a dit, comme il pleut, je vais aller faire ce parcours dans un petit coin sympathique, pour faire du sport à la place de faire son travail de terrain. Donc c'est complètement difficile, et mon collègue l'a dit, effectivement, de prévoir les aléas climatiques et les crises sanitaires, et qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Voilà ce que je voulais dire, et vraiment remercier chacun d'entre vous, parce qu'effectivement vous avez participé et encore nourri le débat. Merci. Franck Montaugé.
Merci Président. Oui, rapidement deux remarques qui feront écho à des interventions précédentes. Pour ce qui concerne la question du carbone et faisant écho aux propos que vient de tenir Pascal Gruny, je trouve personnellement, mais je pense qu'on le partagera, que les grands changements civilisationnels à l'échelle des siècles ont mobilisé à chaque fois l'agriculture. Voilà. Quand nos aïeux décident de laisser tomber la chasse, de s'installer, de cultiver, d'élever sur place, c'est un premier grand changement civilisationnel. Aujourd'hui, on est dans un moment que les spécialistes, sans faire la personne cultivée que je ne suis pas, appellent, géologue ou anthropologue, l'anthropocène. Un moment de l'histoire de l'humanité où finalement l'homme a un pouvoir sur l'écosystème qui le concerne qu'il n'a jamais eu auparavant. Et je trouve, à l'instar de ce qui s'est passé il y a des milliers, des dizaines de milliers d'années, que l'agriculture, dans ce contexte d'anthropocène, a les clés, en grande partie, de la maîtrise du devenir humain, de notre humanité. Et je crois que ça, d'un point de vue politique, mais aussi philosophique, il faut qu'on l'intègre. Et la question, le débat sur le carbone, ça n'est rien d'autre que ça, en réalité, me semble-t-il. Avec une problématique, alors là, à caractère économique pour le coup, majeure, qui est celle de la valeur qu'on accorde au carbone. Et moi, je suis inquiet, je vous le dis, quand on revient une dizaine d'années en arrière, et quelle que soit la couleur des gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays, quant à notre capacité à imposer une évolution du prix de ce carbone. Il y a une trajectoire prévue en matière de valorisation du carbone. Moi, je suis inquiet quant aux capacités de notre pays à faire respecter cela pour la France et aussi dans le contexte européen et international. Voilà la remarque que je voulais faire. Je termine là-dessus en faisant la remarque suivante. L'agriculture est critiquée. Voilà. Est-elle plus appréciée que dénigrée? Voilà. Parfois, on a l'impression qu'elle est plus, on en parle plus souvent pour la dénigrer que pour l'apprécier à sa juste valeur, dans toute sa diversité. On a, avec ce sujet, l'occasion, voilà, de la mettre en avant, de la valoriser dans ce qu'elle est capable de mieux et d'absolument nécessaire pour notre société. Ne loupons pas cette occasion. Voilà. Et ma deuxième remarque, ce sera beaucoup plus court, la question de la gestion des risques. Avec mon collègue Henri Cabanel, en 2016, je crois que c'était en juin, on avait fait voter au Sénat une PPL visant à développer les outils de gestion des risques en agriculture. Le règlement Omnibus, à cet égard, a amélioré certains points. Moi, sans être agriculteur et à l'écoute des gens que l'on a reçus en audition, voilà, il y a un problème, me semble-t-il, interne à la corporation, voilà, dans la diversité de ses filières. Cette question de l'assurance, de la gestion des risques, ne fonctionnera que si elle est prise à bras-le-corps par l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture. Voilà. Si ça reste limité à quelques filières et parfois à quelques acteurs à l'intérieur des filières, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et c'est aussi un enjeu national, cette affaire-là. Voilà. Donc moi, j'engage, on l'avait fait, on l'avait dit, il faut expérimenter, s'il faut en passer par des expérimentations, faisons-le, voilà. Mais faisons quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'il se fait peu, ou en tout cas il se fait trop peu, et que c'est dommageable par rapport à l'enjeu que ça représente pour le revenu des agriculteurs.
Bien, écoutez, merci. Je ne dis pas que ça me laisse sans voix parce que moi, je suis très sensible à l'élévation, entre guillemets, du débat qu'il y a eu au cours de cette matinée. Avant de laisser à Sophie le soin de mettre le point particulier sur l'article 28 et l'article 13 pour quelques modifications suivant les propositions que vous nous avez listées. Moi, je voudrais redire que on va essayer de voir comment on peut faire venir les délégations, je dirais, de 5 États membres minimum. Hein. Je me répète, la Pologne, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Bon, l'Espagne, ils sont un peu en turbulence. L'Italie, aussi. Un petit peu aussi. Mais pour essayer de trouver des lignes directrices, la politique agricole commune, comme beaucoup de politiques européennes, faut trouver des alliés, des alliances et des amis. Donc on choisit toujours les amis de l'agriculture. Et je crois que c'est dans une semaine ou deux, on avait pris l'habitude à la Commission des Affaires européennes de recevoir les conseillers agricoles des différentes ambassades, je dirais, c'est le 18, les différentes ambassades en poste à Paris pour un petit peu recueillir leurs sentiments, recueillir des messages et leur en passer également un autre. Avec Sophie Primas, nous allons demander en conférence des présidences l'inscription d'un débat en séance publique sur la PAC. Elle mérite au moins cela. Gisèle Jourda, dans quelques instants, on va voter une proposition, enfin, l'élaboration d'une proposition de résolution sur les CHN, hein, parce que là aussi, il faudrait qu'on revoie la définition au niveau communautaire. Moi, je voudrais rebondir à la fois sur les propositions, sur les propos de Pierre Ouzoulias. Bon, on sait la dimension et l'humanisme qui est le sien. C'est vrai qu'il y a une partie des terroirs et des territoires qui se fragilisent énormément. Moi, je l'ai dit au cours d'une audition sur un journal agricole, la désespérance commence quand les yeux se taisent. Et on le voit dans les campagnes, la désespérance, elle est considérable. Et quand on travaille sur des accords de libre-échange, sur les IGP, sur les AOC, les AOP, c'est souvent le fruit de travail de générations, je dirais, de gens qui n'ont pas souvent une dimension économique, mais qui ont une dimension humaine exceptionnelle. Et donc, moi, je suis très respectueux d'une agriculture plurielle. Il ne faut surtout pas opposer les formes d'agriculture. Il y en a qui ont une dimension économique plutôt moyenne, il faut dire la vérité, à travers des circuits courts et autres. Et puis, il y en a qui ont une dimension économique de grande ampleur. Il faut que chacun se respecte, parce que, si vous voulez, moi, je ne crois qu'à une finalité, c'est l'agriculture qui sera présente sur les marchés. Et je rejoins les propos de M. Louot. C'est vrai que sur des produits, je dirais, de base, l'agriculture française n'a pas les économies d'échelle de certaines agricultures, je dirais, outre-Atlantique, que ce soit, je dirais, aux États-Unis, au Brésil ou autres. C'est pour ça que je crois qu'il faut également bien prendre en compte la diversification. Il y a différents types de blé, mais sur un blé basique, nous ne sommes pas compétitifs. Il y a du blé plus ou moins panifiable. Je retourne vers Pierre Cupers, il est fabricant. Mais c'est là où la génothèque française est exceptionnelle. Et ne ratons pas, je dirais, ce virage, je le dis, je l'assume, hein, ça fait 20 ans que je l'assume, de la sélection variétale. Nous avons une nouvelle technologie d'édition de gènes qui a été élaborée par une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier. Il y a une classification au niveau communautaire qui va nous attendre. Élevons le débat en la matière. Parce que croyez-moi que celui qui possède la semence possède l'arme alimentaire. Arrêtons de faire de la vilaine politique à partir de cela. Je suis provocateur, chacun me connaît, j'assume, si vous voulez. Mais je crois qu'il faut le dire, si vous voulez. Oui, mais si vous voulez, je connais un petit peu le sujet, si vous voulez. On n'est plus sur de la transgénèse, etc. Je crois qu'il faudra qu'on ait l'intelligence les uns les autres de pouvoir se mettre autour d'une table sans s'invectiver sur ce sujet. Et puis, Franck Montaugé a élevé véritablement le débat.
Je crois que c'est extrêmement important sur ce point parce que c'est une politique qui est née en 62, la PAC. Elle n'a jamais été aussi essentielle dans une Europe aujourd'hui qui commence à perdre ses marques, ses repères et ses valeurs, si vous voulez. Et comme le disait à l'oreille Sophie Primat, tout le monde ne pourra pas s'entasser dans les métropoles, si vous voulez. Donc voilà. Et je pense que ce sont dans les campagnes, si vous voulez, que on va retrouver un petit peu de réalisme. Et puis, je souhaite que nous puissions inviter le président Philogan, le commissaire Philogan. On demandera au président Larcher de nous inviter le commissaire Philogan. Sophie, je ne dis plus rien. Donc, qui s'oppose à cette résolution? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Je pense qu'on a l'unanimité. Bravo au rapporteur, vraiment félicitations. Merci beaucoup. Voilà, les sénateurs ont donc adopté à l'unanimité cette proposition de résolution qui vise à préserver les moyens budgétaires alloués à la politique agricole commune à l'horizon 2020. Tous les sénateurs, vous l'avez vu, étaient d'accord, quel que soit leur groupe politique. Mais voilà, la politique agricole commune devrait faire les frais des baisses annoncées dans l'Union européenne post-Brexit. Je vous rappelle que ce matin, Bruxelles a annoncé son plan pour bâtir les budgets des prochaines années et que la politique agricole commune est dans le viseur. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les matins du Sénat sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Sénat 360, c'est votre rendez-vous en direct du lundi au jeudi pour suivre l'actualité sénatoriale et politique. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Autour de Delphine Girard, journalistes et invités viennent analyser et débattre des grands sujets de l'actualité et des travaux des 348 sénateurs. Sénat 360, aujourd'hui à 16h30 en direct sur Public Sénat. Demain, la ville sera plus harmonieuse. Créé à la fin des années 60, le Sénat est une zone industrielle à cheval sur 2 communes, Thiers et Orly. Un territoire très bien desservi grâce à la présence du RERC, à la proximité de l'aéroport d'Orly et de 2 autoroutes, l'A6 et l'A86. Mais les piétons y trouvent difficilement leur place, comme nous l'explique Madeleine Masse, chargée de la transformation du quartier. Donc là, on est ici, sur ce franchissement qui nous permet de traverser la 86 et rejoindre le site de Belle Épine. Et donc là, on voit bien les problématiques de liaison